Elle est l'une des figures marquantes de l'histoire politique récente de Côte d'Ivoire. Son engagement politique, son patriotisme et son amour pour son pays, la Côte d'Ivoire, ne sont plus à démontrer. Elle a tout connu. Le dur combat dans l'opposition aux côtés de son ex-époux Laurent Gbagbo, mais aussi le pouvoir, la gloire, puis la chute, l'humiliation et la prison. Mais Simone et Yves Gbagbo est là, debout, fidèle à sa vision, et poursuit son combat politique. La présidente du mouvement des générations capables nous fait l'honneur de nous ouvrir ses portes ici à Cocody, à Abidjan, où nous la recevons dans Parole de leader. Madame Simone Yves Gbagbo, merci de nous recevoir chez vous ici à Cocody, Abidjan. D'abord, comment vous portez-vous? J'ai dit d'abord merci à vous d'avoir pensé à venir parler avec moi. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et vous irez toujours bien. Commençons par un fait d'actualité. Dans son livre « Ils savent que je sais tout », Robert Bourgi, que vous connaissez très bien, confesse qu'en 2010, c'est le président Laurent Gbagbo, donc votre camp, qui a remporté la présidentielle. La France en décidera autrement. La suite, on la connaît. Mais comment ces mots ont-ils résonné à vos oreilles, Madame Gbagbo? Robert Bourgi est un observateur de la politique, un individu qui intervient même dans la politique africaine, pas seulement ivoirienne, qui joue un rôle. Je l'ai rencontré plusieurs fois pendant cette période-là. Je l'ai rencontré avant également. Et aujourd'hui, quand il dit cela, je pense que ce qu'il dit confirme une vérité qui était établie à notre niveau depuis le début. C'est le président Gbagbo qui a remporté les élections en 2010 en Côte d'Ivoire. Il le dit maintenant, qu'est-ce que ça provoque comme sentiment chez moi? Je me dis, la vérité est toujours bonne à être dite. Donc, merci merci à lui pour cette vérité-là qu'il formule. Maintenant, j'aurais souhaité que cette vérité-là soit affirmée depuis le début. Un peu plus tôt. Beaucoup plus tôt. Dès 2010, où nous avons vu la France jouer un rôle vraiment macabre dans la politique ivoirienne. Si à cette époque-là, quelqu'un comme lui avait eu le courage d'élever la voix et de dire attention, attention, les amis, les frères, ne faisons pas cela. Parce qu'en Côte d'Ivoire, celui qui a remporté véritablement les élections, c'est Gbagbo Laurent. Peut-être que nous n'aurons pas vécu tout ce que nous avons vécu, l'emprisonnement, mais avant l'emprisonnement même, les bombardements de la présidence et du palais présidentiel par les Français, par l'ONU, par les troupes. C'est quelque chose d'incroyable que nous avons vécu, l'emprisonnement, le départ du président Gbagbo à La Haye, où il est resté 10 ans. Est-ce que vous voyez? Et c'est cette année que Robert Bourgi a le courage de lever la voix pour dire la vérité. C'est bon, la vérité est dite, c'est tant mieux, mais bon. Et ces propos ont ressuscité en vous ce sentiment d'injustice que vous avez toujours éprouvé? Oh, pas ressuscité, parce que le sentiment d'injustice, il était là déjà. Donc, ce n'est pas ça qui ressuscite le sentiment d'injustice, mais disons que j'avais déjà décidé depuis très longtemps de ne pas me focaliser sur ce sentiment, de le dépasser pour aller de l'avant, parce que le vrai combat, là, il continue. Voilà, il continue, et donc ce combat-là, il faut le mener, et il faut le mener jusqu'au bout. Il ne concerne pas seulement les événements de 2010, mais il concerne des événements que l'Afrique vit aujourd'hui encore, que l'Afrique francophone vit aujourd'hui encore. Et donc, si on veut rester focalisé sur un temps de l'histoire, on risque de perdre la force pour ce qui vient par la suite. Vous parlez de l'histoire et vous avez raison, et nous n'allons pas revenir sur l'histoire, mais c'est cette actualité-là qui nous y oblige. Est-ce qu'avec le recul, Madame Simone Yves Gbagbo, vous avez des regrets? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que vous avez peut-être
mal apprécié les rapports de force politiques et militaires et qu'à un moment donné, vous auriez peut-être dû dire à votre époux d'alors, Laurent Gbagbo, ou je ne sais comment vous l'appelez dans votre intimité, laissons tomber le combat. Non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Jamais. Non. Vous n'avez aucun regret? Non. De ce point de vue-là, non. Je n'ai aucun regret. Vous savez, nous autres Africains, oui, nous sommes engagés dans un combat qui n'est pas encore terminé. Ce combat, il est rude. Et dans le rapport de force, très souvent, nous autres Africains, nous avons le dessous. Mais si nous voulons regarder ça et abandonner le combat, mais nous allons complètement être détruits et périr et perdre nos nations et perdre nos territoires et perdre nos vies en plus. Donc ce combat-là, il faut continuer de le mener. Il est rude, mais il faut continuer de le mener. Justement par rapport à ce combat, condamné entre autres pour atteinte à la sûreté de l'État, vous avez passé 7 ans en prison avant d'être gracié en 2018 par le président Alassane Ouattara. On peut se poser la question d'où vous puisez cette énergie pour être là encore debout à mener ce combat après tant d'abîmes, après tant de souffrances et tant d'épreuves que vous avez traversées. Oui, les épreuves, elles ont été nombreuses, elles ne sont pas terminées. Elles ont été nombreuses, mais vous savez, quand vous êtes en train de marcher sur un chemin qui est rocailleux et qui est difficile, vous pouvez cogner contre des rocs, vous pouvez même être en train de vous noyer parce que vous êtes dans un endroit qui est marécageux et qui est donc dangereux. Mais si, à cause de cela, vous laissez tomber, vous allez vous noyer. Vous allez vous accrocher, vous allez tomber, on va vous marcher dessus, les serpents vont vous mordre et vous allez perdre votre vie. Il faut rester debout. Certains ont enduré moins que vous, ont vécu moins que vous et ils ont abandonné. Oui, mais vous voyez un petit peu, quand ils ont abandonné, est-ce que ça a apporté quelque chose aux nations africaines? Non. C'est pour ça que j'ai dit, il faut demeurer debout. Il faut continuer de se battre. Ce combat-là, il est exaltant. Il ne concerne pas nos vies personnelles. Il concerne le devenir de nos nations. Il concerne notre historicité. Il concerne notre avenir. Il concerne l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Qu'est-ce qu'ils vont devenir après-demain? Cette terre que Dieu nous a donnée, ce continent que Dieu nous a donné, est-ce que ce continent va continuer de nous appartenir? Les ressources qu'il y a dans le sous-sol, est-ce que ces ressources-là vont pouvoir continuer de profiter aux enfants, aux petits-enfants? Il faut se battre. Quel que soit son âge, il faut continuer dans ce combat. Quels que soient les échecs, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, il faut demeurer debout. Ça, vraiment, c'est ma conviction. Il faut demeurer debout. Et il faut se battre. Demeurer debout, il faut se battre, dites-vous. Parlons de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. La présidentielle dans votre pays est prévue en octobre 2025. Mais avant d'en aborder les enjeux, quel regard posez-vous sur la gouvernance du président Alassane Ouattara? Que retenez-vous de ces différents mandats qui viennent de passer à la tête de votre pays, la Côte d'Ivoire? Ce que j'en retiens, moi, c'est une inquiétude pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour l'avenir du peuple, pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir des femmes. Quand vous regardez ce pays, on vous annonce des chiffres au niveau des réalisations économiques. On vous annonce des chiffres. On vous annonce des réalisations, surtout dans le domaine du transport. Mais quand vous regardez vraiment l'Ivoirien vivre, vous vous rendez compte qu'il n'a même plus suffisamment d'argent pour s'acheter à manger. Parce que le coût des vivres qui sont proposés sur le marché sont tellement élevés que ça devient hors de portée même pas du citoyen lambda, mais même de celui qui est au-dessus de l'État lambda.
regardez un petit peu le niveau de l'école. Regardez au niveau de la santé. Et le plus grave, c'est qu'est-ce qu'il advient du respect des droits dans nos pays et dans nos peuples, où les gens ont de moins en moins la possibilité même de manifester quand ils ne sont pas contents, quand ils ne sont pas d'accord. Ou des emprisonnements. Nous allons à des élections et les emprisonnements viennent de reprendre. Quel est ce pays-là? Des emprisonnements politiques, dites-vous. Ah oui. Oui, à ce moment-ci. Des emprisonnements politiques. À propos chiffres, à propos bilan, voici ce que dit le président lui-même. C'était en juin dernier devant les deux chambres du Parlement ivoirien réunis en congrès. Le président ivoirien Alassane Ouattara dit, je le cite, « La résilience de l'économie ivoirienne s'appuie sur un cadre macroéconomique solide et une gestion saine des finances publiques en même temps. Cela veut dire que la dette est maîtrisée et que la dynamique économique promet des lendemains meilleurs. Le taux de croissance économique devrait s'établir en moyenne à environ 7% ou plus sur la période 2024-2025. Fin de citation. Pour vous, c'est de la communication. C'est de la communication. Parce que quand vous reprenez tous ces chiffres, quand vous reprenez toutes ces déclarations, vous posez des questions. C'est taux de croissance pour qui? Quand on parle de taux de croissance, c'est pour qui? À qui bénéficie ce taux de croissance? Vous voyez, je retourne à l'école. Quand je retourne à l'école, je vois un petit peu la scolarisation, le niveau de scolarisation qui baisse comme ce n'est pas permis. À qui toute cette politique profite vraiment dans ce pays? Il y a tellement de choses. Ces problématiques que vous évoquez, Madame Simone Eive Gbagbo, seront au cœur de la présidentielle, de la campagne électorale l'année prochaine. Oui. La présidentielle, je l'ai dit, est prévue en octobre 2025. Et vous êtes la présidente du mouvement des générations capables. En face de vous, il y a le RHDP qui est donc au pouvoir. Il y a le PDCI, il y a le PPACI de votre ex-époux Laurent Gbagbo. Et vous, vous êtes à la tête du mouvement des générations capables. Comment évaluez-vous aujourd'hui, dans le contexte actuel, les chances de l'opposition de remporter cette présidentielle? La première chose pour que ce pays ait des chances de connaître des élections saines, transparentes, apaisées, c'est qu'il y a un certain nombre de réformes qui doivent être prises concernant le système électoral actuel. Et nous avons réussi ensemble avec le PDCI, avec le FPI, avec le COGEP, avec un certain nombre d'autres partis qui existent, l'URD, etc., qui sont des partis qui existent dans le pays. Nous avons réussi à nous mettre ensemble pour, ensemble, en un front commun, demander un certain nombre de réformes. Ces réformes-là vont porter sur, premièrement, l'organe qui gère les élections, la CEI. Nous l'avions voulu un organe indépendant. C'est pour ça que nous l'avons appelé CEI d'ailleurs, un organe indépendant. Mais cet organe-là, quand vous le voyez fonctionner aujourd'hui, il n'est plus indépendant. Il est en train à nouveau d'être intégré totalement sous la responsabilité, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Et donc, nous demandons une réforme de ces institutions-là. Et nous souhaitons que dans cette institution, il n'y ait plus de représentants des partis politiques, mais que les élections soient organisées par des hommes, des individus dont la notoriété est connue, dont également la probité est connue, la neutralité également est connue, et qui peuvent donc prendre sur leur compte d'organiser des élections claires, des élections sans tricherie, des élections transparentes. Si on ne fait pas ça, on risque de se retrouver encore en 2025 dans le conflit que nous avons connu en 2020,
où il y a eu des morts, des gens qui ont eu la tête coupée, des gens qui ont été gazés, battus, ou dans les bureaux du vote, où des représentants, des responsables des bureaux du vote prennent à partie des représentants des candidats et les font jeter en prison, etc., comme nous l'avons vécu encore en 2023 pendant les élections municipales passées. Et vous en voyez aujourd'hui les prémices, vous voyez aujourd'hui les prémices de ces réformes que vous souhaitez. On nous est à 12 mois. Nous ne voyons pas encore les prémices, mais nous avons déjà déposé notre demande auprès du président de la République. Dans l'hypothèse que ces demandes sont satisfaites et que ces réformes sont opérées, ça peut intéresser les Ivoiriens de savoir si le divorce dans la vie civile avec votre ex-époux Laurent Gbagbo signifie aussi le divorce politique ou si au contraire il est possible que le mouvement des générations capables et le PPACI et bien d'autres coalisent pour maximiser les forces de l'opposition de remporter cette élection. C'est à ça que nous travaillons. C'est à ça que nous travaillons. Nous avons fait une première déclaration sur les réformes dont je vous ai parlé tout de suite, où nous avions ensemble, le PPACI a signé, le MGC a signé, le PDCI a signé, le FPI a signé, etc. Le COGEP a signé. Il est important que nous nous mettions ensemble pour obtenir les réformes-là, quand nous sommes face au RHTP et au gouvernement actuel. Là-dessus, là, nous insistons. Et le fait que j'ai divorcé avec le président Gbagbo ne change rien à ce débat-là. Le mouvement des générations capables tiendra sa convention à la fin de ce mois, en octobre probablement. On l'a déplacé un petit peu, donc ce sera maintenant à la fin du mois de novembre. Ah, vous avez anticipé la date. D'accord, très bien. Mais si à la convention du mouvement des générations capables, on vous désigne comme candidate pour porter les couleurs de ce mouvement à la présidentielle d'octobre 2027, vous accepteriez? Ah, si on me fait cet honneur, je l'accepterai, oui. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission Parole de leader. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. C'est la suite de Paroles de leader où nous recevrons ce jour Madame Simone Ehvé Gbagbo, la présidente du mouvement des générations capables. Madame Simone Ehvé Gbagbo, vous nous dites, si vous êtes désignée candidate à la présidentielle d'octobre 2025, vous accepteriez. Pour vous, quels sont les maux dont souffre votre pays, la Côte d'Ivoire, auxquels vous vous attaquerez prioritairement si vous êtes élu président de la République de Côte d'Ivoire? Vous savez, la première chose que je dirais, c'est que comparé à ce qu'était la Côte d'Ivoire avant 2010, notre pays a beaucoup reculé. Beaucoup reculé sur beaucoup de plans. Et on va être donc obligé d'attaquer un certain nombre de secteurs, mais de façon forte. Premièrement, je dirais, au niveau même de l'éducation du peuple ivoirien, le pays a tellement reculé. La Côte d'Ivoire était un des meilleurs pays en termes de formation, d'éducation. Les gens quittaient les autres pays, faisaient venir leurs jeunes ici pour travailler dans une université. Aujourd'hui, tout ça, c'est mort. Le niveau a énormément baissé. Donc, il y aura un gros travail à ce niveau-là pour mettre l'éducation à niveau, pour donner à l'éducation les capacités de former des jeunes aujourd'hui qui vont pouvoir développer leur nation au plan technique, au plan industriel, au plan scientifique, au niveau de la recherche.
Il faut moderniser tellement de choses pour que notre système éducatif là, devienne un système pouvant former des jeunes qui seront aptes à faire face aux problèmes qu'ils vont devoir résoudre pour que la nation ivoirienne et l'Afrique tout entière demeurent au niveau du monde actuel, des besoins du monde actuel. Donc, éducation. Au niveau de la santé, c'est pareil. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on est obligé, ceux qui ont l'argent, d'aller en France, d'aller aux États-Unis, d'aller au Maroc ou en Tunisie, d'aller en Turquie pour se soigner. Alors que l'Ivoirien moyen n'a pas les moyens de faire ça. Donc, à ce niveau également, il y aura beaucoup de travail à faire pour mettre notre système sanitaire là, à niveau. Mais il y a un autre domaine qui est encore plus grave, qui est le secteur économique, industriel, commercial. Nous devons aujourd'hui sortir de la philosophie et de la politique de la cueillette et de la vente brute pour entrer dans un secteur où nous-mêmes Ivoiriens, nous-mêmes Africains, nous transformons ce que nous produisons. Et nous produisons ce dont nous avons besoin pour vivre. Et ce que Dieu a mis à notre disposition, là, nous le transformons pour l'utiliser dans notre économie, dans notre développement. Voyez? Et donc, quand je parle de ça, je parle du secteur minier. Oui. Vous voyez? Je parle même du secteur agricole également. Je parle de la nécessité de reboiser pour résoudre les problèmes environnementaux, de la nécessité d'assainir nos eaux et de protéger nos eaux pour que nos eaux continuent de nous produire des choses qui soient mangeables, utilisables, etc. Mais je parle d'un autre secteur qui est extrêmement important, c'est le secteur de la sécurité. Regardez un petit peu autour de nous, à nos frontières déjà. On vous parle à chaque fois de djihadistes qui viennent, qui vont attaquer, qui sont capables d'attaquer à l'intérieur du pays déjà. On a des problèmes de sécurité. Si à nos frontières, on a des problèmes de sécurité et qui créent des difficultés entre nous et nos voisins, des difficultés même de vie entre nous et nos voisins, voyez un petit peu les problèmes. Qu'est-ce que nous allons devenir au niveau de l'Afrique? Si certains pays africains servent d'arrière-base pour attaquer d'autres pays africains. Et ceux qui viennent attaquer, c'est souvent des gens qui ont derrière eux des commanditaires. De la sous-région et d'ailleurs. Et d'ailleurs. Très souvent d'ailleurs. Comment il faut faire face à ça? Mais il faut d'abord commencer par, comment je pourrais dire, développer chez l'Africain, là, chez l'homme noir, il faut commencer par développer l'amour de sa nation, l'amour de son peuple, et non pas son intérêt, n'est-ce pas, pour ses poches, et son intérêt pour ce compte bancaire à l'étranger. C'est d'abord ça. Le développement donc des valeurs au niveau des Africains, au niveau des Ivoiriens. Vous voyez, dans certains pays, vous n'arriverez pas à acheter l'individu. C'est vrai. Dans nos pays ici. Mais on s'adonne à tout pour avoir de l'argent. On est prêt à aller devenir un transporteur de drogue. On est prêt à devenir un vendeur de, comment je dirais, de tout ce que nous avons comme vertu, etc., juste pour avoir de l'argent. Il faut réinsuffler aux Ivoiriens l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. L'intérêt général. L'intérêt général, l'amour de la patrie et intégrer dans leur éducation, dans leur formation, là, des valeurs à ce niveau-là. Madame la Présidente, vous parlez d'insécurité et d'insécurité transfrontalière. C'est ça. Aussi, il se trouve que votre pays, la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui, on va dire, en difficulté avec certains de ses voisins.
Et vous voyez bien de quel pays je parle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous désole? Vous avez tout ce qui est insécurité est forcément désolant. Oui. C'est forcément désolant parce que quand on parle d'insécurité, oui, on parle de sécurité des hommes, oui, et des femmes, oui, qui habitent un pays. Oui. Le voisinage tendu que votre pays entretient aujourd'hui avec certains de ses voisins. C'est pas seulement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais le voisinage tendu, est-ce qu'on n'en est pas un peu responsable? Moi, je laisse ça. Vous posez la question. Je pose juste la question. Revenons pour terminer cette émission sur un point peut-être un peu plus intime. Et quand on est une personnalité publique, on sacrifie une partie de sa vie privée. Vous incarnez pour beaucoup de femmes ivoiriennes et africaines, vous représentez pour ces femmes le symbole de ce qu'elles vivent dans leur quotidien au regard des mutations sociétales que nous connaissons, oui, aujourd'hui. Quand on passe de longues années à construire sa vie de couple, à construire sa vie avec son mari et qu'on se retrouve à un moment donné divorcé, c'est le cas de millions de femmes dans votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est le cas de millions de femmes en Afrique et ailleurs. Comment les Ivoiriennes ont besoin, celles qui vivent la même situation que vous, qui a une histoire très particulière parce que vous avez, je l'ai dit dans mon introduction, un récit, un parcours particulier avec votre mari qui est connu à travers le monde. Comment vit-on cette situation que vous vivez aujourd'hui, Simone et Yves Gbagbo? Alors, comment je peux dire ça? Il y a peut-être 2 ou 3 choses qui pour moi sont importantes. La première chose, c'est un conseil que j'ai reçu de mon père quand j'étais encore petite fille à l'école. Mon père m'a dit, contrairement à ce qu'on dit en Afrique, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Donc, une femme, une jeune femme, je leur redonne ce conseil-là. La première personne, sur qui vous devez compter, c'est vous-même et ce que vous devenez pour vous-même. Si, de ce point de vue-là, vous avez réglé votre problème, le mari peut être là, il sera un plus. Et il vous permettra de vivre un plus. S'il n'est pas là, vous continuez votre vie. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est ma foi chrétienne. Je suis persuadée que dans ma vie, il m'est arrivé beaucoup de choses. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai des choses qui sont magnifiques, que j'ai vécues, mais qui sont des résultats des épreuves que j'ai traversées. Mais je les ai réussies avec Dieu. Et donc, si dans votre vie, vous avez la foi en Dieu et que vous savez compter sur ce Dieu-là, beaucoup des épreuves que vous traversez, vous en triompherez. Troisième et dernière chose. Troisième et dernière chose, c'est d'avoir une vision dans sa vie. Et la vision qu'on va avoir dans sa vie, là, ce n'est pas d'avoir un bon mari. Ce n'est pas ça la vision. Ce n'est même pas d'avoir de bons enfants. Ce n'est pas ça la vision. Moi, la vision que j'ai dans ma vie, c'est que nous avons un continent africain, que nous avons le devoir d'élever. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit, multipliez-vous. Mais ce que je vous donne, c'est que dans ce jardin-ci, là, vous travaillez le jardin pour le rendre habitable, pour le rendre correct, pour qu'il soit entretenu comme paradis. Et donc, nous, les hommes, nous, les femmes, sur cette terre où Dieu nous a placés, là, nous avons le devoir de faire des territoires qu'il nous a donnés, des peuples qui mettent devant nous, autour de nous, à côté de nous, d'en faire
un paradis, avec des hommes transformés, avec des femmes transformées, pour qu'on atteigne l'image de Dieu lui-même. Si vous avez ces trois choses-là dans votre vie, travail, foi, vision. Travail, foi, vision. Si vous avez ça, il peut vous arriver des difficultés. Vous pouvez vous sentir humilié. Vous pouvez vous sentir... Vous pouvez être terrassé, mais vous vous relèverez toujours pour aller de l'avant. Madame Simone Yvette Gbagbo, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous allez regarder cette caméra et envoyer deux messages. Un aux gouvernants de ce pays et un aux Ivoiriens qui vous écoutent. Et ce, en lien avec la présidentielle qui attend votre pays dans 12 mois. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je voudrais dire aux gouvernants de ce pays que ce pays-là que nous habitons est un don de Dieu et que nous avons le devoir d'en faire un havre de paix, un havre de bonheur. Nous faisons notre part en tant qu'organisation dans l'opposition pour vous transmettre ce que nous pensons, ce que nous avons comme idée. Vous faites votre part. Organisez un dialogue avec toute l'opposition, avec toute la classe politique en Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'ensemble, nous pourrons organiser pour 2025 des élections propres, des élections apaisées, des élections inclusives. Aux Ivoiriens. Dieu nous y aidera. Aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, je voudrais dire que notre pays-là, aujourd'hui, est un pays qui est convoité par de nombreuses personnes, par de nombreuses autres nations. Mais c'est le pays que Dieu nous a donné. Et en nous le donnant, il a mis dans notre sol, il a mis dans notre sous-sol beaucoup de ressources que nous devons pouvoir transformer pour que nos peuples deviennent des peuples aussi ordinaires, je dirais, parce que développer eux-mêmes, capables d'apporter des solutions au monde pour tous les problèmes qui existent dans ce continent-là. Vous, peuple de Côte d'Ivoire, nation ivoirienne, nation africaine, Dieu nous a donné comme mission aujourd'hui-là de transformer nos nations, de faire de nos nations des nations aussi capables, aussi compétentes que les nations occidentales dans lesquelles nous courons aujourd'hui. Alors que nous pouvons nous-mêmes faire de nos nations africaines là, des nations où eux vont courir pour venir, pour essayer de profiter de ce que Dieu a mis chez nous. Cette chose-là, elle est possible. Simone Yvette Gbagbo, merci d'avoir été dans Parole de leader. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Parole de leader où nous avions eu le plaisir et l'honneur de recevoir Simone Yvette Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire, présidente du mouvement des générations capables dans sa résidence à Cocody, ici à Abidjan. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parole de leader. Merci à vous. Merci. Merci. NCA, la nouvelle chaîne africaine.